des présidents qui se maintiennent au pouvoir. Il y a des après ils s'étonnent quand le peuple est révolté. Et pourtant le peuple est souverain. Mama Watu, Mama Wayo, ça là on n'aime pas, on reste pas dedans. Vous totalisez 20 ans de musique qui seront célébrés au Zénith de Paris au cours d'un concert que vous donnez le 10 septembre 2022. Dans quel état d'esprit vous préparez ce spectacle et comment abordez-vous cette étape de votre carrière? Dans un bon état d'esprit, je tiens d'abord à saluer toute l'Afrique, toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un bon état d'esprit, comme je le disais. Et puis, on aborde cette étape de notre carrière de la plus belle des manières, parce qu'on a le soutien de tous les Ivoiriens, de tous les Zouglophiles. On a aussi l'appui institutionnel de notre ministère de tutelle, le ministère de la Culture, aussi de l'ambassade de France, de Côte d'Ivoire en France. Et je pense que c'est sous le signe de la réconciliation, de la paix véritable que nous projetons dans le message à faire passer ce 10 septembre du côté du Zénith. C'est vrai, nous faisons de la musique. Tout le monde sait déjà qu'on fait de la musique, mais quel est le message en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain? Et je pense que c'est dans ce genre de moment-là que tout artiste, tout créateur doit trouver le canal pour vraiment insister sur ce qu'il faut, ce qui concerne tout le monde, c'est ce qui fait que tout le monde vient le regarder. Au-delà du fait que tu viennes pour chanter, faire de la musique, ça on le sait déjà. Mais c'est quoi le dénominateur commun? Et nous, je pense que ça sera de parler de ce thème fort-là, la solidarité, l'union de la Côte d'Ivoire et puis la paix. Vous avez été révélé au public ivoirien en 2002. Parlez-nous de vos débuts dans la musique. Famille de fondateur. Au début, c'était dans les années 80. 15-16. Ouais, disons 18-19. Voilà. On a démarré comme tout bon Zouglman. On a démarré en Woyo. Voilà, comme tous nos grands frères, tous nos dévanciers. Voilà, on a démarré en Woyo. Ensuite, l'idée de faire véritablement de ça un métier. Voilà, faire de ça une carrière, quoi. Voilà. Parce que bon, y a d'autres personnes qui viennent à la chose pour pouvoir s'amuser et puis bon, après, paf, voilà. Nous, on a décidé de prendre ça comme un métier. Voilà. Eric a dit que c'est vous qui avez fondé, créé le groupe. Comment cela s'est passé? Bon, j'ai eu l'idée d'approcher mes frères en disant que ce qu'on est là à faire là, il faudrait qu'on mette du sérieux dedans. Parce que si on aime la chose, il va falloir mettre du sérieux dedans et faire carrière. Voilà, je les ai approchés au début, bon, ils ont vu ça un peu comme un amusement, mais ils ont dit non, sérieux, venez, on va faire comme les autres, les Pinet Didier, Jodé Siro, Magie System, Espoir 2000. Voilà, ils ont cru dans la chose, ils se sont joints à moi et puis bon, voilà, ça donne ce que ça donne. Il y a eu aussi le groupe Bébé Gazeur. Comme on le disait, 96, 17, 18, 19, voilà, on suivait les grands frères du Royaume. Et comme il le disait, le fondateur du groupe, on avait notre groupe d'ambiance facile, voilà, de Royaume, qu'on appelait les Bébés Gazeurs. Voilà, que lui et moi, on a rejoint après, parce que le Bébé Gazeur était déjà là. Nous, on venait de Marcory, on a rejoint les Bébés Gazeurs. Après, j'en suis devenu, pour finir, le chef de groupe, le leader phare. Et puis, lui aussi, il a été chef de groupe. Mais je pense que c'est des années qui nous ont permis de nous former. Voilà, parce que les Zouglous, c'est l'école. Hein. Donc, aujourd'hui, on peut faire du Zouglou comme certains de la nouvelle génération sans forcément passer par le Woyo. C'est pas plus mal parce qu'ils ont apporté leur touche. Mais je pense que c'est quand même l'école, c'est vraiment la véritable base. Donc, ça nous laisse des souvenirs bien heureux parce qu'aujourd'hui, on peut être en train de faire du live et se sentir comme avant. Donc, du coup, ça nous aide un peu plus, ça nous donne un peu plus de confiance, quoi. Voilà. Et c'est ça, la Bébé Gazeur. Votre premier album est baptisé Nègre Noir. Pourquoi ce pléonasme? Justement, on savait que
Tout le monde allait dire, mais pourquoi nègre noir? Parce que le nègre, il est déjà noir. Mais c'était justement pour ressortir ce côté sombre que nous-mêmes, euh, nous savons, mais que nous n'arrivons pas à enlever de nos façons de faire, à commencer par même nos dirigeants. Le propre bourreau de l'Afrique, c'est C'est l'Africain. l'Africain lui-même. Donc, tu es nègre, les gens te traitent de nègre. Et un peu encore, ton cœur est noir, ton comportement est sombre. Donc, c'est un pléonasme fait exprès, je veux dire, c'est pour attirer justement l'attention des sachants, de certains sachants, voilà, comme vous, monsieur Hilary, qui savez de quoi il s'agit. Comme quoi, pour rappeler à toute l'Afrique que personne ne viendra te développer à ta place. Tu as toutes les richesses, tu es berceau de l'humanité, comme on l'a dit tous les matins, à mon réveil, à la radio, ou bien africain, encourageons l'épanouissement de nos cerveaux pour que l'éternel assiste et retrouve enfin le sou. Ça veut tout dire. Donc, nègre noir, c'était justement pour interpeller. On peut changer parce que on a toutes les qualités, on a toutes les richesses, mais on n'est pas prêt pour nous-mêmes. Donc, bon, on est dedans. Comment définissez-vous le Zouglou, le genre musical que vous pratiquez? C'est une philosophie. C'est une philosophie. J'ai suivi un documentaire un jour du grand frère Assalfo du groupe Magic System, qui est même parrain du concert du Zénith le 10 septembre, qui disait que ben, on peut souvent nous dire quand on ne fait plus du zouglou, mais il faut que les gens comprennent que le zouglou, à la base, c'est une philosophie. Le zouglou, parce qu'on leur disait, mais on ne retrouve plus de percus, il dit, mais écoutez bien, les mélodies qu'on véhicule, on a exporté le zouglou, on a envoyé le zouglou loin. C'est une philosophie, le zouglou. Après, il y a la danse qui va avec. Donc, chacun l'adapte, voilà, en fonction de là où il se trouve et tout. Donc, nous, on peut dire que le Zouglou aujourd'hui se définit en tant que l'identité culturelle ivoirienne. Et nous, on a notre façon aussi à nous de faire passer nos messages. Mais ça reste du Zouglou parce que c'est toujours le lyrique de chez nous, la tradition, Mbete, Baoulé, Djoula, Guéré. C'est nos langues, c'est nos ethnies qu'on utilise, c'est nos façons de pleurer avec les percus, les grelots. Après, on est en 2022. Il y a cette modernisation. Après, il y a le marketing autour qui demande qu'on soit un peu dans tout ce qui est urbain pour pouvoir vendre. Parce que tu peux faire, mais c'est lui qui vend. Il a besoin d'avoir ce qu'il doit vendre. Donc, on essaie d'adapter et c'est pas plus mal. Voilà, si Magie c'était un peu fait danser les blancs à travers le zougou, je pense que ça reste une philosophie. À chacun d'adapter comme il sait. Dans l'un de vos titres, vous fustigez le comportement de certains présidents qui se maintiennent au pouvoir. Vous dénoncez, vous dénoncez les chefs d'État qui veulent mourir au pouvoir. Alors, croyez-vous en la démocratie en Afrique? Tu n'aimes pas, mais tu es là, comme ça, là-bas, il a enlevé ça. Il y a des présidents qui se maintiennent au pouvoir. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? On ne peut pas être en train de parler de démocratie et puis braquer le pouvoir. Vous voyez, je pense que nos pays africains ou nos présidents doivent comprendre que quand on dit qu'il doit y avoir des élections, quand on parle de démocratie, c'est pour permettre le changement. Parce que c'est le changement qui permet à tout le monde d'apporter ce qu'il peut. S'il n'y a pas de changement, on reste dans la monotonie. Et quand quelqu'un ne s'en rend pas compte qu'il est dans la monotonie, le peuple en souffre parce qu'on a l'impression de voir la même chose. Et tellement ça fatigue, après on est obligé de crier sur tous les toits qu'on n'en veut plus. Et je pense que c'est justement ces promesses que les présidents là nous font quand ils viennent en tant que candidats. Je vais faire ça, je vais faire ça. Mais il y a des lois qui sont bien régies, qui disent aussi que ce que tu vas faire là, c'est pour 5 ou 10 ans. Il faut qu'on essaie de respecter ce que nous-mêmes nous écrivons. En clair, vous croyez en la démocratie en Afrique? On croit. On croit. Nous, en tant que population, on croit. En tant que citoyens, on croit. Mais est-ce que nos dirigeants ou les candidats eux-mêmes, ils y croient? Ben voilà. Alors, à votre arrivée, vous avez aussi déclaré que vous placez ce conseil sous le sceau de l'intégration africaine. Je suis tenté de vous demander, est-ce que vous pensez que l'unité de l'Afrique est possible alors que pendant que les ethnies, le tribalisme, la religion, les frontières, etc., nous divisent? Est-ce que l'unité de l'Afrique est possible dans ces conditions? Oui, Ouais. ça dépend de nos dirigeants. C'est une volonté. Faut que les dirigeants africains aient d'abord cette volonté. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. C'est une volonté politique. Politique. C'est tout. Bon, j'ai dit oui dans la mesure où moi, j'ai un enfant moitié ivoirien, moitié sénégalais. Tu vois, si il ne devait pas avoir ça, on allait
chacun est resté de son côté. Donc voilà, c'est l'union qui a fait qu'on a donné Ce métissage. ce métissage. Voilà. Voilà. Et ça que c'est possible. Si on peut faire bébé, Bébé, moitié sénégalais, moitié... C'est ça qu'on s'est aimé. Il y a eu amour. Mais quand après, nos présidents ou nos candidats, ils viennent et qu'ils utilisent souvent la religion, hein, l'ethnie, les ethnies, et La puis tribu. la tribu, pour faire passer leur message, après, ça nous crée toutes ces crises que vous pouvez voir. Sinon, à la base, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Vous prenez donc le panafricanisme. Tout à fait. Et dans nos chansons, vous avez le remarqué. L'Afrique noire est le berceau de l'humanité, vous l'avez chanté. Vous le confirmez. Oui. L'Afrique est aussi le berceau de la civilisation. Qu'est-ce que cette assertion vous inspire? Justement, je veux dire qu'on a gouverné le monde avant tout le monde par l'Égypte, pour ce que je sais. Et cette culture me fait comprendre que quand on dit tu es berceau de l'humanité, il faut quand même dire que tu es le berceau de la civilisation. Alors, c'est justement parce que on a connu cet esclavage-là qui nous a un peu abrutis, parce qu'ils sont venus, ils nous ont abrutis. Mais après, on peut en sortir puisque tu ne peux pas être celui qui a créé les mathématiques et puis les gens vont calculer plus que toi. C'est parce que tu finis d'écrire les mathématiques et on vient te dire que tu as mal fait. Oh, c'est toi qui as montré aux gens. Maintenant, quand on vient de te dire que tu as mal fait pour te contenter dans ta position, on te donne des miroirs, on te donne un peu d'argent. Tu sais que c'est toi qui connais et puis tu ne dis rien. Et tu appauvris ton peuple. Et bien, c'est ça, on nous a abrutis. Sinon, je pense que quand même, on ne peut pas avoir toute cette connaissance, on ne peut pas avoir toutes ces richesses et être aussi en arrière. Donc, on y croit, parce que sans espoir, il n'y a pas de vie. Tout le monde, quand chacun se réveille, il y a forcément un truc qu'il veut dans la journée qu'il n'a pas encore. Donc, on vit avec l'espoir. Je pense que ça peut être possible si on le veut tous, si on reste unis. Voilà. Cette vérité historique semble être ignorée. On peut donc affirmer que l'histoire de l'humanité est falsifiée. Qu'en pensez-vous? C'est les mêmes qui ont écrit les livres venus du lycée, là. C'est eux qui ont falsifié. Sinon, on sait. Nous, on sait. Mais qui va parler? Si nos dirigeants, si tous ceux qui doivent mener ce continent là où il faut, font comme s'ils ne savent pas. Ben, nous, on va faire comment? C'est vrai que nous, on vote. Non, on les suit. Ben, on ne peut pas faire autrement. C'est malheureux, mais bon. Le savant Cheikh Anta Diop et bien d'autres personnalités, comme l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, préconisent la renaissance culturelle africaine pour libérer l'Afrique, le continent, de la domination étrangère. Est-ce que vous souscrivez à cela? Est-ce que vous partagez cette thèse? Anta Diop a parlé de développement à travers la culture. Il a développé des théories. Voilà. Et il a fait ce que tout bon Africain, en tout cas pour tous nos sachants véritables, ont fait. Et je pense que c'est un combat qu'on doit poursuivre, c'est un combat qu'on doit comprendre et accepter parce que c'est une libération. C'est une lutte pour une libération. Quand on parle de libération, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est en prison. Il faut qu'on se libère. Il faut que l'Afrique soit libérée. Voilà. Donc, on partage toutes ces pensées de ces sachants-là et vraiment que le combat continue pour tous ceux qui décident de l'emprunter. Je pense qu'on est avec eux et nous-mêmes dans nos textes, vous comprenez qu'on essaie aussi de développer à notre manière l'Afrique à travers la culture, pour bien dire à travers la musique. Le Zénith de Paris est un espace mythique. Vous allez vous y produire pour la première fois. Alors, votre parcours plaide en votre faveur, hein? Mais est-ce que vous n'avez pas d'appréhension? Parce que mettre comme 7000 personnes dans une salle, ce n'est pas évident. Ça, on dit dans la vie, là, qui ne risque rien n'a rien. De Makori Koumansi, quand il jouait au tambour, au guémé, je ne pensais pas qu'un jour j'allais remplir le palais de la culture. De Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. D'abord. J'ai mûri l'idée. Je voulais. J'avais foi. Donc, pourquoi pas le Zénith aujourd'hui? Et d'ailleurs, je tiens à remercier ceux qui ont eu confiance en nous pour pouvoir organiser ce spectacle-là. Y2B et Kiss Production. Et aussi tous ces hommes des médias qui nous soutiennent, qui nous encouragent. Voilà, on va y arriver. Ensemble. Bon, je vais renchérir pour dire que Dieu merci au Zénith
c'est pour chanter. Dieu merci au Zénith, les gens qui chantent vont pour faire des concerts. Heureusement qu'on ne va pas là-bas pour planter la salade ou bien des aubergines. Dieu merci. Ce qui veut dire que si il y a une salle qu'on appelle le Zénith et que chanteur peut chanter là-bas, ben, on est tous des chanteurs, ou bien parce qu'on est ivoirien ou bien africain. Ouais, c'est une salle de spectacle. Donc on essaie de faire comme ceux qui l'ont fait avant nous. Mais c'est le travail qui conduit là-bas. Parce que seul le talent ne suffit pas. Il y a tellement de talentueux. Nous ne sommes pas les meilleurs de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui l'ont fait avant, c'est parce que il y a des gens qui chantaient là-bas, eux aussi sont allés chanter. Donc, si nous on fait là, les gens vont venir, c'est une salle de spectacle comme tout autre. Après, si on veut rentrer dans ces appréhensions, des trucs de peur, tout et tout, ben, on n'allait jamais faire la musique. Parce que si tu chantes au Palais de la Culture, tu chantes au Sofitel Ivoire, si on dit à une salle où tu dois chanter, tu viens chanter en commun, puis tu te donnes tous les arguments, et puis tu travailles avec tes frères, tu fais ça bien, tu t'en vas. C'est un seul jour, et la vie va continuer. Ok. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Je veux donc vous demander, comme vous l'avez dit à votre arrivée, ce concert, vous le placez sous le sceau de l'intégration africaine. Ça veut dire que vous avez un message fort adressé aux Africains concernant l'unité du continent. On demande à toute la population ivoirienne, à toute la population africaine et même de tous les autres continents d'être le 10 septembre au Zénith à 16 h. Les patrons, fils de la Côte d'Ivoire, chevaliers de l'ordre du mérite culturel, 20 ans de carrière ont ce message important. Ton nom peut devenir trésor. Ton nom doit devenir trésor. Ton nom va devenir trésor. Ce n'est qu'une question de volonté. Et la France que tu veux devenir. On se prend là-bas et puis on va expliquer beaucoup de choses. C'est là que tu vas comprendre que Baoulé, Djoula, Bété, Dida, on peut se mettre ensemble. Burkinabé, Malien, Congolais, Camerounais, Malien. On peut se mettre ensemble. Et là, tu vas comprendre aussi que l'ennemi n'est jamais loin. On doit parler de Mathias. On va expliquer.